Bah t'as atteint les 100K, elle est où la vidéo? Eh bah elle est là. Je vous l'avais annoncé pour les 100 000 abonnés, je réponds à toutes vos questions, même à vos questions les plus folles et les plus indiscrètes. Alors petit rappel des règles, je vous avais demandé de poser toutes les questions que vous vouliez en posant une question par commentaire. On est parti. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu es arabe? Non. Est-ce que tu es musulman? Non. Pendant l'Aïd, est-ce toi qui égorge le mouton? Non. Bon, bah ça commence bien. Ensuite, on a quoi? Bon, attendez, je vais organiser un peu les questions et je reviens. Bon alors, finalement, petit changement de programme, je ne répondrai pas à tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de questions. On parle quand même de 800 questions. Je ne m'attendais pas à en recevoir autant. J'ai donc simplement choisi les questions qui m'intéressaient le plus ou celles qui me semblaient les plus importantes. Alors on va commencer par les questions un peu perso. On va voir si tu réponds à tout. Nom et prénom. Aucun problème, je m'appelle... Ensuite, quel âge as-tu? J'ai entre 30 et 35 ans. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Alors, vous avez été très nombreux à me demander ce que j'avais fait comme études. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails pour éviter d'être reconnu trop facilement, mais j'ai étudié la musicologie à l'université et j'ai un master. Qu'est-ce que je fais comme métier? Eh bien, aujourd'hui, je suis youtubeur à plein temps. Je vis de mon travail sur YouTube, mais c'est quelque chose qui, j'en ai tout à fait conscience, ne durera pas. Alors vous avez été très nombreux à me demander ce que je faisais en dehors de YouTube. Eh bien figurez-vous que pendant assez longtemps, un peu plus de 2 ans, je ne faisais quasiment rien en dehors de YouTube, tant les vidéos me prenaient littéralement tout mon temps. Et mon temps libre, eh ben, je le consacrais plutôt à ma famille. Bon, je sais que beaucoup ne réalisent pas à quel point les vidéos que je propose sont longues à produire. Mais oui, mon travail sur YouTube me prend littéralement tout mon temps. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, je suis un petit peu moins productif. J'ai commencé à fatiguer un peu. Bon, alors dans un premier temps, je vais justement répondre aux questions qui concernent mes goûts et hobbies. Alors je mettrai un chapitrage à la vidéo si vous voulez éventuellement sauter des choses qui ne vous intéressent pas ou bien que vous voulez aller directement sur des choses qui vous intéressent vraiment. Alors, est-ce que tu t'intéresses au manga et si oui, qu'en penses-tu? Disons que les mangas animés en tant que forme artistique avec ses codes et son esthétique, ça m'intéresse assez peu. Je trouve les codes du manga assez rigides et prévisibles et on en fait assez rapidement le tour en réalité. Ah oui, et quand je dis manga, bon, comprenez que j'englobe manga et animé. Mais en fait, si vous voulez, quand je vois des mecs sur Twitter de 30-40 ans qui en sont encore à débattre de qui est le plus fort au Kamehameha, ou qui arrivent encore à s'émerveiller du fait que Sangoku ait réussi à battre son adversaire alors que ça fait comme 40 ans que c'est toujours la même chose, effectivement, j'ai envie de me pendre. Même si j'ai malgré tout une certaine affection pour toute l'œuvre de Toriyama, j'adorais vraiment quand j'étais enfant et adolescent, et j'en garde une grande nostalgie, comme beaucoup. Et il y a peu de choses qui me Madeleine de Proustisent davantage qu'une carte Dragon Ball qui brille. Et j'initierai évidemment mes enfants à Dragon Ball, mais voilà, passé un certain âge, me semble quand même indispensable de passer à autre chose. Mais personnellement, voilà, si tu veux tout savoir, je ne peux pas regarder un shonen. Pour moi, tout ça, c'est du Dragon Ball en moins bien, Naruto, One Piece, Bleach, etc. Ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. Et pourtant, j'ai vraiment fait l'effort de m'y pencher. Cependant, je suis sincèrement reconnaissant au Japon et à ces animés à nous avoir apporté, quand on était enfant, toute cette folie, toute cette créativité et cet éloge de l'effort, voire d'une certaine forme de virilité, il faut le dire. Parce que sinon, on croulait sous des dessins animés extrêmement niais et mièvres et sans aucun intérêt. Bon, mais enfin, j'ai pas de haine particulière non plus envers le manga, calmez-vous. Mais je préfère considérer les œuvres à titre individuel. Et dans ce cas-là, oui, il y a des chefs-d'œuvre incroyables. Mais tous ces chefs-d'œuvre-là, ils ont, à mon sens, en commun d'avoir, pour beaucoup d'entre eux, dépassé un peu les codes du manga, d'être plus que des mangas. Ce sont des œuvres à part entière. Donc, pour résumer, ça n'a pas de sens de s'intéresser au manga pour le manga. Je ne vais pas m'intéresser à une œuvre spécifiquement parce que c'est un manga. Mais je ne vais pas non plus la rejeter parce que c'est un manga. Alors, pour te citer des choses que j'ai aimées, donc ça va vraiment pas être original, c'est une liste des choses qui me sont passées par la tête, j'en oublie évidemment beaucoup. Cowboy Bebop, Samurai Champloo, GTO Monster, Berserk, Paranoia, In the Shell, Lane, Ergo Proxy. Ça, pour le coup, c'est pas très connu, mais c'est très très bien. Je vous le recommande. Trigun, qui pourtant n'est pas original du tout, mais qui a beaucoup de charme. Les Miyazaki, Perfect Blue, Amer Béton, des choses comme ça. C'est-à-dire des choses qui dépassent le simple cadre du manga un peu cliché. Donc, Berserk ou One Piece, Berserk
évidemment, et je me demande comment on peut répondre autre chose à cette question, pour le coup. Ensuite, pour ce qui est du sport, eh ben, je fais tout simplement de la course à pied, sans objectif particulier de performance, ou bien alors de temps en temps seulement. Un peu de musculation aussi, mais vraiment histoire d'eux. Et voilà, c'est vraiment le truc qui me convient. J'ai mis du temps à trouver mon équilibre à ce niveau-là. Mais ça a vraiment été une libération pour moi de pratiquer le sport sans penser à aucun moment à un objectif de performance ou de choses comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, et notamment des influenceurs politiques de droite, qui insistent beaucoup sur le sport, et ils ont bien raison. Mais le sport, ça prend énormément de temps. Et pendant un moment, j'avais plus tellement le temps d'en faire à cause du rythme de travail que je m'imposais. Un rythme que j'ai pas mal ralenti, justement pour avoir un mode de vie plus sain, en reprenant le sport notamment. Mais parfois, quand je tombe sur des vidéos d'entrepreneurs qui racontent leur journée, j'hallucine complètement. Footing le matin, suivi d'une séance de méditation transcendantale, on prend le temps de se cuisiner un bon petit repas, petite sieste, on travaille un peu, séance de muscu. Et à chaque fois, je me demande, mais quand est-ce qu'ils bossent, ces mecs-là? C'est à se demander s'ils font pas ce genre de vidéos pour tuer la concurrence dans l'œuf. Alors après, c'est des gens qui délèguent beaucoup. Et malheureusement, c'est pas mon cas. Mes revenus sont pas encore assez importants pour que je puisse payer des gens régulièrement pour le montage et des choses comme ça. Mais c'est clairement un objectif pour moi. Mais je pense que ces conseils-là sont très mauvais. Quand vous commencez un projet, et c'est valable pour tout, pour les entrepreneurs, comme pour les vidéastes, les artistes, les artisans, pour tout le monde. Quand vous commencez un projet, si vous voulez réussir, si vous voulez créer, transcender, il faut être prêt à consacrer tout votre temps à ce projet pendant au moins quelques mois, quelques années, et ça nécessite forcément de supprimer quelques activités sur le planning. Enfin voilà, ce n'est que mon avis, encore une fois. Ensuite, vous avez été pas mal à me demander ce que je pensais des jeux vidéo. Et là-dessus, je pense que je vais peut-être un peu me contredire par rapport à la première FAQ que j'avais faite, parce que j'ai un peu rejoué à des jeux vidéo ces derniers temps. Et il me semble que j'avais eu des mots assez durs sur le jeu vidéo dans la première FAQ. Je ne l'ai pas re-regardé. Donc comme ça, j'assumerai mes contradictions s'il y en a. Mais voilà, mon reproche, il me semble que c'était plutôt par rapport au côté addictif du jeu vidéo. Et donc je maintiens, passer trop de temps à jouer, c'est du temps et de l'énergie terriblement mal employés. Cependant, j'ai eu un petit moment de faiblesse. J'ai pas mal joué à Street Fighter 6. Voilà, j'ai un petit guy là à 1700 MP pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, j'ai complètement arrêté parce qu'au bout d'un moment, si je passe trop de temps à jouer, de toute façon, je finis par me sentir extrêmement mal. Un grand sentiment de culpabilité m'envahit. Je peux pas m'empêcher de me dire que je devrais être en train de faire autre chose, faire quelque chose de plus constructif, de travailler, etc. Et très honnêtement, ce sentiment de culpabilité, c'est une véritable bénédiction. Et je plains sincèrement les gens qui en sont dépourvus. En tout cas, quand vous avez la petite voix qui vous dit « fais quelque chose », écoutez-la. Cependant, je pense que les jeux solo sont quand même beaucoup moins nocifs, on va dire. Et donc, j'ai découvert 2 licences vraiment exceptionnelles récemment, qui sont Persona et Yakuza. Alors, la série des Yakuza, en tout particulièrement, elle est arrivée à un moment où j'étais totalement lassé, totalement blasé du jeu vidéo et de ses clichés, et ça m'a vraiment fait une forte impression. Alors déjà, on n'est pas sur une énième esthétique manga, on a des vraies têtes de gros japonais charismatiques, c'est bien écrit, quel que soit le registre, absurde, comique, dramatique, c'est brillant, c'est varié, c'est généreux, il y a plein de choses dedans. Et ce côté minimaliste qui fait que tous les jeux se passent systématiquement dans le même quartier, ça apporte énormément. D'un épisode à l'autre, on se rend compte qu'on a des souvenirs dans ces lieux-là. Et ça ne m'avait jamais fait ça avec aucun autre jeu, même si je joue plus beaucoup. Mais comme quoi, les mondes ouverts gigantesques, ça ne porte pas grand-chose, quoi. Et tous les jeux Yakuza ont vraiment un propos. Ça prend pas les gens pour des imbéciles. J'ai appris à jouer au Mahjong à cause de ce jeu. Ça dit beaucoup de choses sur le Japon. On sent que les mecs de ce studio-là ont beaucoup d'amour pour leur pays, comme beaucoup de Japonais, vous me direz. Mais ça les empêche pas pour autant d'être très critiques par rapport aux problèmes de la société japonaise. On sent vraiment que c'est un jeu qui est fait par des Japonais, pour des Japonais, sans aucune concession pour le public occidental, pas sur les premiers en tout cas. Et ça fait vraiment du bien. C'est ça le vrai multiculturalisme. Le multiculturalisme qu'on veut voir, l'affirmation de son identité, de sa culture, sans chercher à l'édulcorer, à la rendre acceptable au monde entier, à la mondialiser. Et il y a autre chose aussi, c'est que le personnage principal, c'est un mec bien. Et ça, c'est quelque chose qui est pas si commun. On a tellement bouffé de anti-héros que c'est presque devenu la norme. Kazuya
et Ichiban, ce sont des gens bien, de vrais héros, sans être des personnages simplets pour autant. Parce qu'en réalité, si le modèle du anti-héros est si populaire, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à écrire. Écrire un personnage qui soit à la fois bon, bienveillant, intéressant et profond, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, pour ce qui est du cinéma, alors les films préférés, etc., je n'ai vu quasiment aucun film depuis ma dernière FAQ. J'en ai peut-être vu une dizaine au total. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment travaillé comme un malade. Donc ça fait partie des choses que j'ai totalement sacrifiées. Idem pour les séries et tous ces trucs-là. Donc je vous renvoie à la FAQ des 20 000 abonnés, mais globalement, je ne suis pas trop cinéma. Pour ce qui est de la musique, figurez-vous que justement, après mes études, après avoir passé autant de temps à étudier la musique, je n'en ai quasiment plus écouté. Ça m'a écœuré et traumatisé, mais je m'y remets, voilà, depuis quelques années. Je me remets à écouter pas mal de musique. Alors plutôt que de vous en parler, je vais simplement vous afficher un top 10 des albums que j'ai le plus écoutés ces 12 derniers mois. Ensuite, la question qui est revenue le plus souvent: où habites-tu et pourquoi tu es expatrié et quand est-ce que tu reviens? Alors, lors de la première FAQ, il me semble que j'avais dit que je n'habitais pas en Europe. Je rajoute un nouvel indice: je n'habite pas non plus en Afrique. Et pour la FAQ des 200 000 abonnés, je vous donne un nouvel indice. Alors pourquoi suis-je parti? Je suis parti pour suivre quelqu'un après mes études. C'était aussi une belle occasion de voyager. Je suis parti sans trop savoir ce que j'allais faire ni quand j'allais rentrer. Et au final, je suis toujours pas rentré. Mais une chose est certaine, c'est que je reviendrai en France. C'est vraiment mon objectif. Même si je vais pas vous mentir, il y a certaines choses en France qui me donnent pas du tout envie de rentrer. Mais pour moi, c'est une évidence. Je reviendrai notamment parce que le sentiment de déracinement, c'est quelque chose de réel. Le fait de ne pas se sentir chez soi. Mais enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Mon expatriation m'a clairement fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu m'extraire du poids de la pensée dominante. Comme je vous le disais, j'ai fait mes études dans le domaine de l'art, donc je naviguais dans un univers extrêmement gauchisé, et en réalité, j'étais destiné à devenir un gauchiste. Pour ce qui est de l'acceptation de mes idées politiques par mon entourage et de l'anonymat, il m'est arrivé récemment d'avoir des débats houleux dans la vraie vie, et c'est là que je remarque que tout le travail que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour rien. Lorsqu'il s'agit d'argumenter, de défendre un point de vue, etc., c'est concret, tout ça, ça sert. Bon, en réalité, je suis loin d'être un extrémiste ou un radical. Et j'aurais même tendance à reprocher à certains leur radicalité. En fait, j'ai plus l'impression de défendre le bon sens qu'autre chose. Et j'ai absolument pas la sensation de défendre des choses radicales ou extrêmes. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'anonymat? Alors, j'ai déjà répondu à cette question au cours d'une longue vidéo dédiée. Il y a des raisons pratiques, des raisons esthétiques. Il y a l'attrait pour le mystère aussi. Et vous avez d'ailleurs été nombreux à me le dire, mais perdre mon anonymat, ce serait détruire cette image que j'ai créée et donc anéantir une bonne partie de mon travail. Pourtant, l'expérience de faire du YouTube à visage découvert, ça me tente énormément et je compte d'ailleurs le faire, mais pas sur les chaînes de Modin, mais je ne vous en dis pas plus. Parce que oui, malgré tout, j'ai vraiment pris goût à la création de vidéos et j'ai vraiment besoin de parler d'autres choses, de m'intéresser à d'autres sujets qu'à ceux dont on parle ici, et qui sont quand même souvent assez lourds et plutôt sérieux. Et ce côté sérieux d'ailleurs, qui fait pleinement partie du personnage de Modin, il est un peu pesant. Dès que je m'en éloigne un peu trop, on a tendance à me rappeler à l'ordre. Faut aussi dire que parler d'autres choses, de choses légères, ou bien du patrimoine, ou de s'éloigner des sujets classiques de la droite, ça n'intéresse pas les gens. Des gens comme Vincent Lapierre, Thilou, mais aussi Thaïs et beaucoup d'autres ont essayé de faire des vidéos sur le patrimoine, des vidéos positives. Ça ne marche pas. Et dans leur cas, en plus du temps passé à créer la vidéo en elle-même, ça a aussi eu des coûts de production, de déplacement, etc. Moi, personnellement, j'ai pas ça. Mais c'est quand même énormément de temps à passer sur des vidéos dont je sais qu'elles ne feront pas de vues. Et j'en ai fait un paquet des vidéos comme ça. Mais voilà, à la fin, faut bien manger et payer les factures. Donc passer des dizaines d'heures, voire investir de l'argent sur des vidéos qui ne font pas de vues, au bout d'un moment, on y réfléchit à deux fois. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'en fin de compte, c'est le public qui guide le créateur et non pas l'inverse. Il y a quand même un mec à droite que tout le monde a beaucoup critiqué, qui s'en est pris plein la gueule. Moi-même, à mes débuts, je l'ai attaqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup tanké, comme disent les gens qui passent beaucoup trop de temps sur des jeux vidéo au lieu de faire des choses constructives. Bref, ce mec, c'est Baptiste Marchais. Alors, je suis pas vraiment sur sa ligne, mais ce mec, il a quand même réussi là où tout le monde a échoué avant. Il a percé, il a cartonné en proposant un contenu extrêmement positif, en mettant à l'honneur le patrimoine, la bonne humeur, et en faisant, en fin de compte, de la politique
quelque chose de secondaire. Et bien ça, c'était hyper fédérateur, c'était novateur et c'était bien. Enfin bref, j'ai complètement dévié de la question sur l'anonymat. Mais allez, à 1 million d'abonnés, je vous fais un face reveal ou une révélation faciale. Non, attendez, c'est bizarre ça. Sinon, j'ai eu des questions sur la célébrité. Précisément parce que je suis anonyme, je ne suis pas célèbre. Après 100 000 abonnés, c'est pas non plus énormissime. L'anonymat, ça me préserve de beaucoup de choses, de bonnes comme de mauvaises choses. Choisir l'anonymat, c'est aussi faire en sorte que seul le travail produit compte. Ça permet de mettre de côté la question de l'ego. Et ça, c'est une très bonne chose. Et si vous vous posiez la question, non, je ne recevrai pas le petit trophée des 100 000 abonnés parce que je ne suis pas éligible. Prochain sujet, qui est revenu très souvent aussi, la question du pognon. Eh bien, figurez-vous que depuis quelque temps, ça va mieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je reviens encore sur les 2 premières années d'existence de ma chaîne. Après avoir décidé de faire ça à plein temps, ça n'a pas toujours été facile. Je sortais une vidéo par semaine avec des démonétisations très fréquentes, aucun sponsor, mais heureusement quand même, des dons sur Tipeee. Il y a eu des mois où je ne gagnais même pas 500 €. Et je rappelle que je suis père de famille, donc très clairement, j'aurais pas pu continuer comme ça toute ma vie. Il y a des moments où on dort très mal, la boule au ventre, et on se dit, est-ce que j'aurais pas fait une connerie, moi? Et très clairement, les sponsors ont littéralement sauvé cette chaîne. Donc, merci à Kalos et à Ideoshock principalement. Sinon, j'aurais dû passer à autre chose. Mais quand il a commencé à y avoir des sponsors, j'ai vu tout un tas de commentaires qui me disaient en gros « Je suis dégoûté, tu es comme les autres, je me désabonne, pourtant je te suivais depuis le début, etc. » Et ça fait extrêmement mal. Parce que, à la limite, ça aurait été des gens qui me détestent, qui trouvent que mon travail est nul ou débile ou je sais pas quoi. Ok, mais quand ces commentaires-là viennent de gens qui m'ont dit parfois que mon travail était utile, qu'il leur avait ouvert les yeux sur certaines choses, fait réfléchir, ému, etc. Donc, quand ça vient de gens qui, a priori, aiment ce que je propose, c'est quand même très dérangeant. Il y a des gens qui sont vraiment là pour prendre et rien d'autre. Pour eux, tout doit être gratuit et ils sont à des années-lumière de la réalité matérielle des choses. Alors évidemment, ils n'ont pas accès à ce qui se passe en coulisses. Eux, ils voient la vidéo qui sort, ils regardent en faisant vaguement autre chose et ils passent à la suivante. Ils ne voient pas tout le travail derrière. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil et la boule au ventre, justement. Bon, mais enfin, heureusement, il y a aussi des gens qui sont capables de se réjouir pour les autres, de vous dire « tes efforts ont porté leurs fruits ». Bravo, content pour toi, c'est super, ton travail finit par payer, etc. Voilà, il y a aussi eu beaucoup ce genre de réactions quand vous avez vu les sponsors, et ça c'est beau. Sachez d'ailleurs que les commentaires comme ça, les commentaires tout simplement bienveillants, ça vaut parfois 1000 fois plus que les dons sur Tipeee. Alors, d'ailleurs, à propos de la question du pognon, il y en a une qui m'a tout particulièrement interpellé. Elle est un peu longue, mais elle résume plein de choses. Alors, je vais vous la lire en entier. Bonjour. Depuis des années que je regarde des vidéos d'Européens outrés et désirant changer les choses, il y a une constante qui revient. À un moment donné, tout finit par tourner autour de l'argent. Tout n'est que business et appel aux dons. Le Hussard avec sa maison d'édition, Papacito et le financement de sa voiture, Teddy Boy et ses BD qui ressemblent pas à grand-chose, Thaïs et ses simps, Messia et ses cagnottes, le Raptor ou Soral, lol, droite, j'en parle même pas, etc., etc. Alors, autant je suis d'accord que l'argent est le nerf de la guerre, mais autant, à certains moments, tout irrémédiablement finit par tourner autour de cette question. Money, money, money. Est-ce que ça finit pas par faire passer les idéaux de droite de ces influenceurs comme un simple tremplin pour se remplir les poches aux dépens de gens qui cherchent justement une réponse, une solution à être rassurés? En bref, est-ce qu'on ne se fait pas pigeonner par les influenceurs de droite? Est-ce que ce n'est pas le revers de la même pièce que celle des influenceurs de gauche? Je vois de moins en moins de différence dans la démarche des uns et des autres, celle de profiter du soutien financier de sa communauté. Qu'en penses-tu? Alors, j'ai lu ton message en entier parce qu'il y a des choses très intéressantes et d'autres qui me semblent un peu déconnantes. Alors déjà, il y a l'idée que l'argent pervertirait les youtubeurs de droite. On imagine qu'ils commenceraient leur carrière plein de sincérité et à force, ils finiraient par tout faire pour l'argent. Bon, ce reproche-là, il n'est pas exclusif au YouTube Game de droite. On le retrouve énormément dans la musique, le coup du fameux groupe qui est devenu commercial, qui a trahi ses fans de la première heure pour l'argent. Mais idem pour les cinéastes, les artistes, les créateurs en général. L'accusation de la part du public qui consiste à dire que tel musicien ou tel youtubeur n'est plus sincère depuis qu'il a du succès, ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas propre aux youtubeurs de droite. Bon, déjà, si vous commencez une chaîne sans sincérité, vous abandonnerez très rapidement. C'est sûr et certain. Tous ceux qui commencent une chaîne YouTube et qui percent sont motivés par la passion et la conviction. Sans ces trucs-là, ça ne peut pas marcher. Si vous ne les avez pas, faites autre chose. Alors, est-ce que certains youtubeurs de droite ont été pervertis par l'argent? C'est une évidence. Et je vous laisse faire votre petite liste vous-même.
Mais prenons la question un petit peu différemment. YouTubeur, au bout d'un certain moment, si tu te débrouilles bien, ça peut effectivement devenir quelque chose qui paye bien. Pourtant, la plupart des YouTubeurs de droite qui gagnaient beaucoup d'argent ont presque tous fini par arrêter et par passer à autre chose. Donc moi, ce que je constate, c'est plutôt que quand la sincérité disparaît, les mecs, ils font pas semblant. Ils peuvent pas, ils arrêtent, tout simplement. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la question de l'argent, on la pose beaucoup moins aux chaînes non politiques. Elle est très bien tes questions parce qu'il va me permettre de clarifier un certain nombre de choses. Tu parles des appels aux dons, mais il y a aussi d'autres moyens de gagner de l'argent sur YouTube. En fait, il faut comprendre qu'un YouTuber a 4 moyens de faire de l'argent. Enfin, selon mes connaissances en tout cas. Les pubs sur YouTube, les sponsors, les dons et la vente de produits. Alors, quelle est la solution la plus éthique, la plus propre pour se financer? Je te laisse répondre à cette question. En général, on fait tout simplement un peu de tout. Alors, je vais revenir sur chacun de ces moyens, mais avant ça, il y a quand même un truc qui me dérange beaucoup dans ton message. C'est vraiment le truc qui me dérange le plus, c'est la partie où tu mets tout le monde dans le même sac. Le Hussard, Pacito, Teddy Boy, Thaïs, Raptor, Soral. Et quand je lis ça, je me rends compte d'à quel point la gauche a réussi un travail de sape qui est absolument phénoménal. Le fait que les gens ne soient plus capables de différencier les arnaques des projets de qualité, c'est exceptionnel. À partir du moment où il y a l'étiquette influenceur de droite dessus, c'est quasiment directement à jeter à la poubelle pour tout le monde. Alors attention, je ne nie pas que des arnaques. Il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Alors, Papacito et sa cagnotte pour le 4x4, pour moi, voilà, c'est un délire de rockstar. Le truc était tellement transparent que moi, personnellement, je n'arrive pas à lui en vouloir pour ça. Mais ok, je comprends, je conçois. Le truc de Thaïs, là oui, c'est vraiment pas glorieux. Et d'autres trucs encore, les PDF de Valek et El Ryan. Alors oui, allez-y, insultez-moi pour le PDF de Valek, allez-y. Mais tu vois, tu mets tout ça dans le même panier que déjà les livres de la maison d'édition du Hussard. Alors que bon, faire une maison d'édition, c'est son rêve depuis toujours, c'est son projet de départ, il l'a jamais caché, et puis c'est quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Bon après c'est vrai qu'il a la main lourde le garçon, sur le matraquage commercial. Mais pour le coup, c'est un projet concret, c'est un projet sain. Il cherche à créer une alternative à l'hégémonie du gauchisme dans le milieu culturel, à mettre en avant des jeunes auteurs qui ne se conforment pas à la doxa tout en encourageant les gens à lire. Je ne comprends pas qu'on puisse cracher sur un projet pareil. Surtout que le Hussard, il reste fidèle à son idée de départ, qui est vraiment de parler de littérature, moi je trouve ça hyper respectable. Et quand tu me dis que la BD de Teddy Boy ne ressemble pas à grand chose, là ça me dépasse complètement. Mais est-ce que tu as eu ces objets dans tes mains pour dire que ça ressemble pas à grand chose? Là pour le coup je trouve ça dingue. Le livre de jeu de rôle, c'est vraiment un très bel objet. Et la Cité des Anges, moi ça m'a régalé. Dire que ça ressemble à rien, ça me paraît quand même extrêmement exagéré. C'est un projet qui a pris énormément de temps, qui a demandé du travail. J'ai vraiment du mal à me dire que tu sais vraiment ce que vaut cette BD. Ensuite, la cagnotte de Jean Messia. Alors là, je sais que ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde. Mais pour moi, cette cagnotte, c'est un des messages politiques les plus puissants qui ait été envoyé depuis longtemps. C'est la France qui dit pas de pitié pour la racaille. À mon sens, c'est probablement l'une des actions politiques les plus importantes de ces dernières années. C'est symboliquement quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, tu dis toi-même que tu as conscience que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le genre de phrase qu'on répète un peu sans réfléchir. Je dois le faire aussi, je te jette pas la pierre. Alors là, j'invite tout le monde, vraiment, à me dire ce que vous pensez de cette question. Si vous avez de l'argent à investir pour défendre les causes auxquelles vous croyez, comment allez-vous investir cet argent? Quelle est la meilleure manière d'investir cet argent? Vraiment, ça m'intéresse que vous me donniez vos solutions à vous. Enfin bref, moi quand je lis ta liste, je me dis tu mélanges tout. Bon, ensuite, pour continuer par rapport à ton message, tu nous dis est-ce qu'on ne se fait pas pigeonner par les influenceurs de droite? Alors, les arnaques, ça existe. Mais tout ce qui vient des influenceurs de droite n'est pas forcément de l'arnaque. Regarde les projets des éditions Carmin, par exemple. Proposer pour la première fois une édition digne de ce nom de Gilbert Chesterton, c'est pas rien comme projet. Mais enfin bref, n'achète pas de choses qui te semblent être des arnaques ou de la mauvaise qualité. Mais voilà, mais essaye de faire la part des choses. Et puis tu dis un truc important, est-ce que c'est pas le revers de la même pièce que celle des influenceurs de gauche? Bon, la phrase est un petit peu bizarre, mais on a compris. En fait, à gauche, ils ont pleinement conscience du pouvoir et de l'importance de l'argent. Paradoxalement, ils sont beaucoup moins timides pour en parler. Ils assument à fond. Alors par contre, eux, effectivement, ils vont préférer les dons, les subs Twitch. C'est le système de financement qui leur semble le plus juste, le plus propre. Mais il y a un autre truc. C'est que énormément de youtubeurs politiques, ou bien de youtubeurs du CNC qui ne parlent pas directement de politique, mais qui ont clairement une orientation
de gauche, eh bien, eux, ils ne se privent pas non seulement pour faire des sponsors, mais ils touchent en plus des subventions. Il ne faut pas oublier ça. YouTubeur en soi, c'est un métier qui paye bien. C'est de notoriété publique. Mais être youtubeur de droite, c'est une limite, c'est une balle dans le pied, c'est une barrière. Parce que vu les sujets qu'on traite, les démonétisations sont extrêmement fréquentes. Et quand on a une chaîne de droite, il est très difficile d'obtenir des sponsors. Ou bien des trucs pas très regardants comme des jeux pour téléphone ou des VPN. Et encore, dis-toi que dans le cas de ma chaîne par exemple, même les VPN ne veulent plus de moi. Mais bon, voilà, je vais pas faire des sponsors pour des jeux de téléphone non plus. Ça n'aurait strictement aucun sens. Donc, si tu veux, on est obligé à droite de créer un système économique alternatif. Et donc, pour répondre à la question que je vous posais tout à l'heure, quand on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc comment utiliser cet argent, à mon sens, la solution est là. On n'a pas le choix que de créer une économie alternative. Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que pas mal d'influenceurs de droite et des entreprises se sont fait fermer leurs comptes à cause de leurs idées politiques. C'est quand même incroyable. Mais donc voilà, donc créer un système économique alternatif, ça me semble être absolument indispensable. Les premiers à avoir vraiment mis les pieds dans le plat, à ma connaissance, c'est Air de France. Et puis Kalos ensuite, que je remercie encore sincèrement. Bon, c'est des entreprises qui visent clairement un public qui a des valeurs de droite. Et ce sont nos mécènes à nous, créateurs sur YouTube, à tendance de droite, patriote, souverainiste, identitaire, etc. En fait, pour tout te dire, moi, personnellement, je l'ai acheté, le parfum Terre de France. Et j'en ai même acheté un pour ma femme. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc ? Eh bien, tout simplement parce que je consomme du parfum. J'en mets, c'est comme ça. Donc plutôt que d'aller donner du fric à n'importe quelle entreprise qui défend des valeurs qui ne sont pas les miennes, eh bien j'ai fait le choix d'acheter mon parfum Terre de France parce que je sais que cet argent va nourrir ce petit système économique et qu'il sera réinvesti pour servir des causes auxquelles je crois. Et attention ici, je précise au cas où, je n'ai jamais été sponsorisé par Terre de France, je ne leur demande rien, c'est simplement pour expliquer le pourquoi et du comment. Vendre un produit, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Si vous en avez marre du wokisme que vous voulez boycotter, eh ben il va falloir une alternative. Enfin bref, j'ai vraiment pris mon temps sur ces questions-là. Je sais que ça vous intéresse beaucoup en général, les questions pognon. Vous en avez posé beaucoup d'ailleurs. Et puis je sais pas quoi vous dire à part mon message habituel. Créer, transcender. On vit à une époque où littéralement tout le monde peut devenir créateur sur Internet et en vivre. Si vous pensez que les choses sont mal faites, faites-le vous-même, comme disent les punks. Faites-le vous-même. Créez votre chaîne, et pas forcément une chaîne politique. D'ailleurs, faut pas tomber dans ce piège-là non plus. Si la gauche est hégémonique, c'est clairement pas grâce à ces militants. Ces militants, ce sont des débiles qui disent des saloperies et qui font passer la gauche pour des... C'est grâce à ces artistes et à ces créateurs qui créent du contenu indirectement politique, où le message politique est sous-jacent. Alors, si c'est votre truc, que vous avez envie de vous lancer sur YouTube, mais faites des chaînes de jeux vidéo, faites des chaînes de cinéma, d'humour, de je sais pas quoi, de ce que vous voulez. Des chaînes qui n'ont pas à être ouvertement ou radicalement de droite, mais simplement où vous pourrez exprimer votre sensibilité de personne de droite. Et allez-y, et si votre contenu est bon, je m'engage même à vous faire de la pub. Mais vraiment, si des choses vous dérangent, faites-le vous-même. Venez apporter le changement que vous voulez voir, créer, transcender. D'ailleurs, si vous avez posté un commentaire pour poser votre question, ça veut dire que vous avez déjà une chaîne YouTube. Ça veut dire que vous avez déjà fait la moitié du chemin. Donc si des choses vous dérangent sur YouTube, prenez les choses en main. Faites des vidéos. Et si vous pouvez en vivre, eh ben c'est formidable. Vivez-en. Par contre, voilà, je me sens obligé de dire que j'ai quand même, vraiment, je n'exagère pas le mot, un certain mépris pour les gens qui débarquent sur YouTube de nulle part et qui se contentent de copier la recette psychédélique de news pas zen. Ça n'a strictement aucun intérêt, aucune personnalité, aucune plus-value. Copier jusqu'à la forme de la miniature elle-même, c'est vraiment pas glorieux. C'est vraiment pas quelque chose qui vous met en valeur. C'est quelque chose qui est complètement saturé. Donc, faites autre chose, soyez créatifs. Seulement voilà, la méta aujourd'hui, c'est de produire beaucoup de vidéos. Et donc, on est un peu obligé de s'adapter à cette nouvelle manière de faire. On est obligé de jouer le jeu. La problématique, c'est comment on s'adapte à cette nouvelle méta sans pour autant trop sacrifier la qualité du contenu. Mais enfin, sachez une chose par rapport à cette question de la manière dont les youtubeurs se financent. Sachez que produire énormément de vidéos, voire plusieurs vidéos par jour, c'est infiniment plus rentable que de produire une vidéo
ultra travaillées et sponsorisées toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. D'ailleurs, beaucoup des gens qui se rendent compte de ça finissent par arrêter de faire des vidéos travaillées. Et il y en a de moins en moins. Personnellement, j'ai pas envie d'arrêter. Je veux continuer à produire des vidéos de qualité, écrites, travaillées, montées, etc. Mais voilà, tout en proposant des vidéos plus spontanées sur ma chaîne secondaire. Ensuite, il y a eu pas mal de questions sur la droite, le camp national, identitaire ou souverainiste, et la droite Internet en général. Penses-tu que les politiciens de droite exagèrent parfois leurs propos? Par exemple, ils accentuent les problèmes d'immigration ou encore de wokisme par rapport à ce qu'il en est réellement, sans pour autant nier le fait qu'il y a des problèmes liés à ça. Alors non, la droite n'exagère pas, mais le grand problème de la droite, c'est que tout ce qu'elle a à opposer face aux constructions intellectuelles délirantes de la gauche, ce sont des faits, des chiffres, du réel. Et donc on est condamné à répéter en boucle les mêmes choses. C'est pas pour rien que les critiques de la droite Internet parlent de la boucle. On parle toujours de la même chose, c'est vrai, c'est factuel. Par exemple, il y a énormément de gens qui critiquent le travail de Psyodélique. Alors oui, je dis travail de Psyodélique. Parce que mine de rien, avec sa chaîne, il a créé une sorte d'archive des délires gauchistes et woke. Et il m'arrive même d'aller chercher certaines sources, certaines références sur sa chaîne, parce que c'est devenu un véritable musée du wokisme. Mais voilà, on a reproché et on reproche encore à Psyodélique de tourner en boucle sur les mêmes sujets, notamment sur la wokisation du jeu vidéo, des séries, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le public a fini par se lasser de ces sujets. C'est devenu un cliché. On en a marre d'entendre parler en boucle de ça. Les droits tardés se plaignent encore d'un Sonic devenu woke, d'une Lara Croft qui a perdu ses nibards, d'un personnage historique blanc devenu noir, etc. Et en fait, cette lassitude, c'est la preuve qu'ils ont gagné. Je vous l'ai dit, j'ai 2 enfants. Bon, à force, vous me connaissez, vous savez que j'ai quand même un certain intérêt pour les livres. Donc vous vous doutez bien que j'achète des livres pour mes enfants et que ma famille m'en envoie aussi régulièrement. Je lis littéralement des livres tous les jours avec mes petits. Mais le niveau de wokisme dans les livres pour enfants est absolument stratosphérique, inimaginable. Et je pense pas que n'importe qui a des enfants ici pourra me contredire là-dessus. Le forcing sur la diversité, notamment dans les livres d'histoire pour les petits, ça relève de la réécriture historique. C'est de la propagande dans le sens premier. La quasi-intégralité des nouvelles sorties, les livres qui sont mis en avant dans les librairies, ce sont des livres de propagande. C'est tout simplement hallucinant. Et je sais que si je fais une vidéo sur le sujet, on va encore me dire « Tu es dans la boucle, toujours les mêmes sujets, les droits tardés, vous parlez toujours de la même chose, blablabla. » Et ça, c'est la preuve incontestable qu'ils ont gagné. Et pour vous donner un exemple, en ce moment, un de mes garçons s'intéresse beaucoup aux chevaliers. Parce que armure qui brille, bouclier, grosse épée. Voilà. Bon, je veux lui acheter un livre sur les chevaliers en librairie. Et je tombe sur quoi? 3 livres où les chevaliers sont noirs. Donc ça me fait forcément douter du sérieux et de la véracité historique des livres que je tiens entre les mains. Je me doute bien que le but premier de ces livres-là, ce n'est pas de renseigner les enfants sur la chevalerie, mais bien de faire passer un message idéologique. Alors je continue de chercher, je vois un autre livre sur les chevaliers, avec des chats. Lancelot, super. Bon, des chevaliers chats, pourquoi pas. Et là, qu'est-ce que je vois? Lancelot, c'est Lancelot. C'était une chatte. Ça en devient extrêmement fatigant. Bref, non, la droite n'exagère pas, mais le wokisme est tellement partout, on en est tellement imprégné qu'on ne le remarque même plus, on baigne trop dedans. Mais il y a aussi le fait que les mots, à force d'être répétés, ils finissent par perdre de leur force. Et ce qui se passe, c'est qu'on finit par se lasser d'entendre toujours la même chose. Donc voilà, pour ce qui est du wokisme, c'est devenu quelque chose qui est totalement normalisé. On en a tellement l'habitude qu'on finit même par trouver ça un peu ridicule de s'en indigner. Mais cet exemple que je donne ici, c'est simplement pour montrer à quel point c'est quelque chose qui s'est infiltré partout. On est vraiment sur de l'ingénierie sociale. Mais mis à part ça, sur les questions d'immigration ou d'insécurité, j'entends de plus en plus de gens, même à droite, relativiser sur la violence, les territoires perdus, etc. Très concrètement, les problèmes ne font que s'aggraver, mais on s'y habitue et surtout on se lasse d'entendre toujours la même chose. Des reproches à faire aux droitards en termes de biais de confirmation et idéologique à toi-même? Bah oui et non, c'est-à-dire que les biais de confirmation, c'est pas propre à la droite déjà, et là-dessus tout le monde est touché de la même manière. Mais enfin oui, remettez-vous en question, écoutez des avis divergents, forcez-vous même à le faire, c'est absolument évident. As-tu parfois des doutes sur tes propres opinions politiques? La droite étant très mal vue en France, il m'arrive parfois de me demander si les gens de gauche n'auraient pas finalement raison. Partages-tu ces doutes de temps à autre? Alors oui, bien sûr que j'ai des doutes. Comme toi, il m'arrive de me dire, mais si ça se trouve, c'est eux qui ont raison. Mais ce qui me persuade qu'ils font fausse route, c'est que justement, eux, ils ne se disent jamais, si ça se trouve, c'est eux qui ont raison. Ils n'ont que des certitudes, une foi irrationnelle en leur projet. Après, moi, je me considère pas comme un militant. L'aspect militant, c'est quelque chose qui découle
de mon travail, mais c'est pas le but premier. Et surtout, j'ai pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ni leur indiquer la voie précise à suivre. Déjà parce que c'est pas mon truc, et ensuite parce que j'en sais rien. En fait, je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit. J'expose simplement les pensées et les idées qui existent à droite. Et d'ailleurs, vous l'avez forcément remarqué, d'une vidéo à l'autre, selon le livre que je traite, il peut y avoir énormément de contradictions. Ma vidéo sur Charles Murray et ma vidéo sur Thomas Sowell parlent toutes les deux des problèmes de la communauté noire américaine et exposent des points de vue radicalement différents et contradictoires entre eux. J'ai aussi fait des vidéos qui font l'éloge du capitalisme et d'autres qui le critiquent très durement, tout simplement parce que je présente la pensée d'auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Et la nuance, elle se trouve précisément dans les contradictions. Que penses-tu des influenceurs de droite? Eh bien, je pense que je regrette énormément le YouTube game de droite il y a 4 ou 5 ans, avant la mode des news à outrance, l'époque des vidéos écrites, montées, travaillées. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire des vidéos, et je trouve malheureux que les gens commencent leur activité sur YouTube en faisant de la news. Parce que la news, on va pas se mentir, c'est un format rapide et facile à produire. Et du coup, beaucoup de petits nouveaux copient un peu la méthode psychédélique. Et c'est fade, ça n'a aucune personnalité, aucun style, c'est triste. On n'a pas besoin de 15 000 psychédéliques Pazen Cro-Blanc. Ces trois-là, ça suffit déjà largement. Stop, n'en rajoutez plus. Faites-nous rêver, faites autre chose, innovez. Le format vidéo écrite et montée, ça me manque. D'ailleurs, si vous avez une chaîne que vous faites de vraies vidéos, je veux bien vous mettre en avant, vous donner un coup de pouce pour encourager à la création de contenu de qualité. Parce que vraiment, ça me manque trop. J'en ai marre des news. En plus, j'ai beaucoup reproché aux gauchistes leur paresse de faire que des lives, faire que des vidéos sans écriture ni montage, des trucs feignants et inintéressants. Et aujourd'hui, la droite fait exactement la même chose. Donc bref, mon gros reproche, si tu veux, c'est ce terrible manque d'innovation. Question. As-tu des liens avec d'autres personnes de la droitosphère sur YouTube ou restes-tu seulement de ton côté? Alors oui, je suis en contact avec pas mal de monde de la droite internet, mais je préfère garder une certaine distance pour plusieurs raisons. Déjà pour rester le plus indépendant possible, et aussi parce que les vidéastes que j'aime bien, comme Teddy Boy ou Mandrill, même si bon, les deux là, ils peuvent plus s'encadrer, eh ben j'ai pas envie de devenir leur pote. Et c'est pas méchant, c'est parce que ça m'empêcherait d'être pleinement leur spectateur. Je veux rester leur spectateur et ne pas dé cette petite frontière. Parce qu'on n'a plus le même rapport à la création des gens une fois qu'on les connaît. Donc voilà, sachez que moi je vous parle, plus je vous aime. Quels sont les défauts de la pensée de droite selon toi? Eh bien déjà, c'est de penser qu'il y a une pensée de droite. La droite, en réalité, je vais vous avouer ça, la droite, ça n'existe pas vraiment. La droite, c'est le camp de ceux qui sont contre l'immigration de masse et contre le multiculturalisme à outrance qui a tendance à effacer la culture française et les cultures de la terre de France. Donc, si tu veux, pour moi, le plus grand défaut de la droite, c'est de ne pas réussir à faire de concessions et à s'unir alors qu'on est d'accord sur plein de choses, notamment sur les questions migratoires et culturelles. Donc, à mon sens, le plus gros défaut de la pensée de droite, entre guillemets, c'est sa radicalité. Parce que la radicalité, c'est bien joli, mais ça consiste bien souvent à aller tout seul dans son coin, en oubliant qu'on joue en équipe. Ce qui empêche l'union des droites, c'est la radicalité. C'est l'impossibilité de faire des concessions. Et je ne parle pas de faire des concessions à l'adversaire, mais bien de faire des concessions aux gens de notre propre camp. Es-tu un droitardé ou un vrai droitard? Eh bien, droitardé, moi j'aime bien. Je trouve ça super rigolo. D'ailleurs, je me suis déjà qualifié moi-même de droitardé. Je me suis fait engueuler par des abonnés. C'est d'ailleurs un grand défaut de la droite, ça, peut-être. C'est d'être incapable de faire preuve d'autodérision. On se prend trop au sérieux à droite. On peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. D'ailleurs, le succès de la droite sur Internet est dû en grande partie à son humour. Pourtant, il y a des trucs sur lesquels on est beaucoup trop rigide, trop sérieux, trop grave. Et c'est pas du tout sexy. Donc soyez des droitardés, soyons des droitardés. Moi, personnellement, ça me va d'autant plus que je déteste cette étiquette d'intellectuel qu'on essaye de me coller. Oui, mes vidéos sont sérieuses. Et peut-être même un peu trop. Mais j'essaye toujours de mettre un petit peu de légèreté, d'humour. Tout ce que je fais la plupart du temps, c'est de vous parler des livres que j'ai lus. Et puis c'est à peu près tout. J'essaie simplement de rendre accessible des trucs que j'ai appris. Top 5 des pires droitards. Vraiment ceux que tu détestes le plus. Alors toi, tu veux que je me fasse des copains? Bah tiens, attends, je te lis la question suivante. Alors Jean Robin qui nous dit « Pourquoi es-tu bête au point de ne jamais parler géopolitique, notamment Chine, Russie, etc. » Ce mec-là, c'est Jean Robin. Et Jean Robin, c'est quelqu'un qui m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Donc, si tu veux, dans le top 5, je vais mettre Jean Robin, Jean Robin, Jean Robin, Jean Robin et Jean Robin. Alors, je vais m'expliquer un petit peu là-dessus.
Pendant un moment, ça a vraiment été ma ligne directrice. C'était d'affirmer que je suis de droite et qu'il faut unir les droites. Et donc essayer de faire fi de nos désaccords pour nous concentrer sur les objectifs communs. Typiquement, je ne suis pas du tout sur la ligne d'un conversano, mais c'est pas grave, c'est mon camp. Il se revendique de droite, moi aussi, marchons ensemble. Mon but, c'était d'unir, de représenter tous les courants de droite. Et puis, un jour, j'ai reçu un mail de Jean Robin, qui me demandait de faire une vidéo sur un de ses livres, ce que j'ai accepté. Malheureusement, la vidéo n'arrivait pas assez vite selon lui. Je fais comprendre que je vais m'en occuper, que j'ai beaucoup de projets avant, qu'il n'est pas tout seul, que mes vidéos ne sont pas des reacts qui prennent 15 minutes à produire, ce sont des vidéos qui prennent des dizaines d'heures à produire, notamment parce qu'il faut bien que je le lise, ce livre. Bon, il se trouve que j'ai perdu son livre entre-temps. Alors ça c'est ma faute, J'ai perdu mon sac, j'ai perdu le livre qui était dedans, c'est ma faute. Il a dû me renvoyer un exemplaire. Et avec tout ça, je me retrouve à lui faire la promesse que je vais parler de son livre. Et entre-temps, je reçois des messages extrêmement désagréables pour me demander de me dépêcher. Ce que, en plus, je fais. Je me dépêche pour lui faire plaisir. Quand j'y repense, j'ai honte, franchement. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'on m'avait prévenu. Je ne dirai pas qui, je ne citerai pas de nom. On m'a dit, attention, parler d'un livre de Jean Robin, ça va non seulement te décrédibiliser parce que c'est quelqu'un de médiocre, mais en plus, tu vas avoir des problèmes avec lui parce que c'est quelqu'un qui n'existe que par le conflit. Bon, c'était totalement vrai. Donc, je sors la vidéo où je parle de son livre, de la pensée qu'il développe, à propos de l'anticomplotisme, un livre qui, ne dit pas que des bêtises, attention. Sauf que je suis obligé de remarquer que si la première partie de livre est tout à fait sensée, la deuxième partie plonge totalement, tête la première, dans une rhétorique complotiste absolument inaudible. C'est-à-dire que ce que je lui reproche, ce n'est pas forcément son analyse, mais bien les mots qu'il emploie pour dénoncer les choses dont il parle. Alors pour pas être trop à charge contre son livre, je me suis surtout concentré sur la première partie. À la fin de la vidéo, je donne mon avis, je fais une petite critique, je lui dis qu'employer cette rhétorique complotiste, c'est une erreur, que c'est pas comme ça qu'il va convaincre et qu'au contraire, il décrédibilise totalement son message. Parce qu'attention, tout n'est pas absurde dans son propos non plus, loin de là, notamment en ce qui concerne la Chine. Il faut pas jeter le bébé avec Jean Robin. Mais bref, là, c'était le drame. Il n'a pas supporté la critique et ça a été message d'insulte sur message d'insulte. C'est quelqu'un qui est d'une petitesse, d'une bassesse. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, c'est pas fini. Je lui ai même proposé, ok, ma vidéo te déplaît, ce n'était pas le but. Si ça te fait mal à ton petit cœur, je la supprime. Ce que j'ai fait, j'ai supprimé ma vidéo sur son livre, une vidéo qui m'a demandé des dizaines d'heures de travail, lecture, écriture, montage, etc., pour préserver son petit ego blessé. Mais malgré ça, encore des mois après, il est encore là à venir sous mes vidéos pour m'insulter. Il m'a balancé des dizaines et des dizaines de messages d'insultes. Même les gens de gauche avec qui j'ai été en clash ne se sont jamais montrés aussi toxiques que lui. Juste parce qu'il ne supporte pas une petite critique. Et encore, je l'ai bloqué pendant un moment, donc je n'ai pas tout vu. Bref, depuis ce jour, je ne traite quasiment plus de livres de gens du milieu, surtout pour leur donner de la visibilité, ça m'a complètement dégoûté. Avec ton expérience et les désillusions du camp national, que pouvons-nous faire à notre niveau pour faire en sorte que notre camp arrête de se ridiculiser? Eh bien, c'est très simple, on dit à Jean Robin de fermer sa gueule. Non, plus sérieusement, je sais pas si la droite est si ridicule que ça, je sais pas à quoi tu fais référence exactement. Quand on me parle du ridicule de la droite, j'ai tendance à penser à certains représentants du RN qui sont absolument lamentables. Et je me demande comment ça se fait qu'on leur donne autant de responsabilités, dans le sens où dès qu'on s'éloigne du sujet de l'immigration, c'est vrai que les mecs sont en mode redémarrage automatique, il n'y a plus personne, c'est terrible. Ça décrédibilise énormément le RN. Donc comment on peut mettre des gens aussi incompétents en avant? C'est incompréhensible. Alors attention, il y en a aussi des très bons au RN. Après, quand tu parles du ridicule de la droite, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence. Je pense pas que la droite soit plus ridicule de la gauche. On passerait pas autant de temps à nous foutre de leur gueule sinon. Alors attention, cette question n'a pas pour but de cracher dans la soupe, mais d'améliorer ce qui ne va pas. Après tout, nul n'est parfait et il me semble salutaire de balayer devant sa porte. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, dans les milieux patriotes, droite, etc., quelles sont les idées ou les comportements qui méritent d'être critiqués, améliorés ou carrément d'être mis au rebut? Bon, j'ai déjà plus ou moins répondu à ça. Alors moi, mon domaine, c'est plutôt YouTube, la droite Internet. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là que j'aurais des conseils à donner. Soyez originaux, n'essayez pas de jouer les opportunistes en copiant les recettes des autres. Vous vous en inspirez, oui, copiez, non. Ayez à cœur de proposer du travail de qualité. Mis à part ça, je vois quand même, j'ai été beaucoup sur X, des gens qui balancent des propos, pour le coup, extrêmement
racistes, mais dans le sens le plus sale du terme. Des gens qui disent des choses, voilà, véritablement immondes. Vraiment, si vous voulez dégoûter les gens de votre combat, bah, c'est comme ça qu'il faut procéder. Tu penses comme moi que les influenceurs de droite devraient arrêter de se tirer dans les pieds, de se clasher pour enfin s'unir et porter leurs idées au plus grand nombre? Eh bah oui, juste un gros oui. Malheureusement, voilà, la question de l'ego, c'est une des questions les plus problématiques. D'ailleurs, pour le coup, je sais que certains reprochent à certains créateurs sur YouTube d'être anonymes, et pourtant, l'anonymat, c'est quelque chose qui peut notamment préserver de ça, de cette tendance à développer un ego surdimensionné. Alors, vous avez été plusieurs à me demander si vous pouviez m'interviewer. Alors non, j'ai refusé toutes les demandes d'interview, que ce soit avec de gros médias ou avec de petites chaînes. Ensuite, on me demande pourquoi je refuse de participer au débat, et notamment avec ceux qui m'attaquent en vidéo, ce qui est une excellente question. Eh bien, parce que mon format, c'est la vidéo écrite, ou en tout cas la vidéo en différé. Parce que je suis partisan du tournage de langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Je suis contre la spontanéité. En plus, c'est faire beaucoup de pub à des gens qui ne le méritent pas forcément. Et aussi et surtout, je ne crois pas au débat. Lors d'un débat, ce ne sont pas les idées qui s'affrontent, ce sont les gens. Celui qui gagne le débat, ce n'est pas celui qui a raison, c'est celui qui a la meilleure rhétorique. Donc pour le coup, pour faire avancer les choses, je pense sincèrement que le format de vidéo en différé, où chacun des deux parties a le temps et tout l'espace dont il a besoin pour dérouler, est beaucoup plus pertinent. Ensuite, est-ce que je compte faire des lives? Non. Non seulement je serais pas bon, mais en plus, ça ne m'intéresse absolument pas. Faire du react sur autre chose que des gens qui m'attaquent. Alors, j'ai dit tellement de mal du format réaction que j'ose pas trop. Pourtant, j'ai très envie quand je tombe sur certaines vidéos. Donc, c'est pas impossible que ça arrive, mais ça resterait quand même assez rare, je pense. On me demande si je compte faire des rencontres abonnés. Alors, c'est pas du tout au programme pour l'instant, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur le pourquoi ce pseudo et pourquoi ce logo. Je vais tout simplement vous renvoyer vers la première FAQ, celle des 20 000 abonnés, et je vous mettrai d'ailleurs un lien en description. Bonjour Modin, félicitations pour les 100 000 abonnés. Voici ma question, un retour de Modin est-il possible? Alors merci à toi, mais non, c'est strictement impossible. Et Modin Chagrin, c'est probablement l'un des trucs que j'ai préféré faire sur cette chaîne, mais ce n'est pas possible que ça reprenne. Déjà parce qu'on m'a reproché à l'époque de trop déprimer les gens avec ce format. D'ailleurs, une image qui me colle encore à la peau aujourd'hui. Beaucoup associent encore Modin à du contenu déprimant, à du contenu doomer. Et j'ai franchement du mal à me reconnaître là-dedans. Mais le pire, c'est que ce format Modin Chagrin, je l'ai remplacé par un autre format qui s'appelle Éloge et qui avait justement pour but de parler de choses plus positives, d'être plus optimiste. Alors, sans aucune surprise, ce format a fait un flop. Le négatif, c'est beaucoup plus vendeur que le positif. Toujours est-il que ces textes de Modin Chagrin ou des éloges, ce sont des textes que j'ai beaucoup travaillés et j'aimerais vraiment un jour les sortir dans un livre qui compilerait l'ensemble de mes textes écrits sous le pseudonyme de Modin, avec en plus des textes inédits, et, s'ils sont d'accord, avec les textes des gagnants de mes 3 concours, notamment celui avec le fameux Village des Arbres, un texte qui a beaucoup plu, et qui est peut-être encore mieux que ce que moi-même j'ai pu écrire. Donc oui, j'aimerais vraiment pouvoir immortaliser tout ça dans une sortie physique. C'est une idée que j'ai en tête depuis super longtemps, mais en tout cas, je ne pense plus refaire de vidéos littéraires ou poétiques. Notamment parce que, voilà, je me suis vidé de ma poésie, j'ai tout dit. Et c'est pour ça que le projet de sortir un livre, qu'on me réclame depuis longtemps d'ailleurs, a vraiment beaucoup plus de sens. Bon, et bien sûr, je sortirai uniquement en PDF à environ 40 €. Non, je plaisante. L'idée, ce serait de proposer un bel objet avec une vraie maison d'édition pour donner une existence concrète à des textes qui ont pu parler à certains. Et comme beaucoup, l'idée de sortir un livre, c'est un rêve immense, c'est un aboutissement. Mais je sais très bien que sortir ce livre, ça va être m'exposer à des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages de gens qui vont me dire que je suis un vendu, que je cherche à plumer mes abonnés ou je ne sais quoi. On l'a vu tout à l'heure. Donc, franchement, ça me refroidit énormément, quand bien même ce serait un livre dont les textes seraient en partie connus. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment pas de mauvaise surprise par rapport au contenu, et quand bien même je travaillerais avec des professionnels de l'édition. Enfin bref, c'est un projet que j'ai depuis vraiment très longtemps. Oui, je pense quand même aller au bout, un de ces jours. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me poser la question, est-ce que j'ai pour projet de faire un livre? Et du coup, vous avez la réponse. Ensuite, Alexandre nous demande les stats démographiques de la chaîne. Bah écoute, les voilà. Et puis on me demande si je veux faire des collaborations. Alors, j'ai déjà fait énormément de collabs, avec des petites chaînes surtout.
mais aussi avec quelques grosses chaînes à mes tout débuts, donc Code Reno et Peno notamment. Donc c'était d'ailleurs hyper sympa de leur part de faire ça à l'époque. Malheureusement, vous savez, depuis la chaîne de Code Reno a sauté, il me semble qu'il est toujours en procès depuis. Et on devait faire une autre collab d'ailleurs, mais finalement, ça ne s'est jamais fait. Alors, avec le Hussard, j'ai quand même fait 2 vidéos avec lui, donc ce serait pas ma priorité, mais je ne ferme pas la porte. Avec Mandrill. J'ai déjà fait une collab avec lui aussi sur l'art brut, donc une vidéo qui sortait totalement de la boucle. Mais oui, moi je suis complètement partant pour refaire une vidéo avec Mandrill, mais peut-être sur un sujet un peu différent du coup. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est prévu que je refasse quelque chose avec Mandrill. Alors le lapin, il ne fait pas de feat, donc il vaut mieux pas trop compter là-dessus. Avec Jordanix, eh bien sachez qu'on a déjà fait une petite collab à un moment. C'était au tout début de ma chaîne secondaire, Radio Modin, et il a participé à une petite vidéo sur ma chaîne et j'ai fait de même sur la sienne. Mais ça s'est arrêté là. Mais ça fait aussi un petit moment que j'ai envie de lire Jean Covici, par exemple, donc pourquoi pas avec Jordanix. Mais j'ai trop de projets sur le feu en ce moment, je pense que lui aussi, donc je sais pas si ça pourrait se faire. En tout cas, c'est quelqu'un que je suis. Je ne ferme pas la porte, mais j'ai trop de projets en cours. Avec Valek. Ça, ce serait vraiment marrant. Quand j'ai commencé le montage, c'est les vidéos de Valek que je prenais pour référence. Et d'où mon petit drama, d'ailleurs, avec ma défense du PDF de Valek, qui a été pour moi une sorte de mode d'emploi pour apprendre à faire des vidéos. Bref, alors maintenant, Valek ne vend plus de PDF et il fait justement de la formation montage et ça marche très bien. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de drama. Moi-même, j'ai eu de bons retours. J'ai même fait sa promo, donc c'est plutôt bien. Après, Valek, il est sur le nuage, comme il dit, donc je sais pas si ça l'intéresserait, mais ce serait vraiment marrant, voilà. Ensuite, avec Georges, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est lui qui a la meilleure chaîne de droite actuellement. Avec KB, donc ça aurait dû se faire sur un livre de Ouria Bouteldja, mais le style bouteldien a eu raison de la motivation de KB. PsyOD, ça ce serait marrant. Peut-être pas un feat, mais un petit caméo, ce serait vraiment rigolo. En plus, il est très accessible, Psycho. Psycho ou Psyo, je sais jamais. Livre Noir, pour le coup, j'ai déjà travaillé un petit peu avec Livre Noir, ou plutôt Frontières maintenant. Mais sinon, je ne compte pas courir après les collabs, parce que j'en ai fait énormément et c'est souvent difficile à gérer en termes de date, etc. Ça veut dire travailler au rythme de quelqu'un d'autre, ça paralyse un peu toute mon organisation. Mais il y en a un autre avec qui j'aimerais bien refaire un truc, c'est Peno, qui m'a d'ailleurs ouvert les bras à mes débuts. Donc je n'oublie pas, ça pourrait être sympa de refaire un truc avec lui. Ensuite, vous avez été très nombreux à me demander où était passée telle ou telle vidéo. Parce qu'effectivement, beaucoup de mes vidéos ont disparu. J'ai eu à peu près tous les motifs de suppression. Alors à ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir quelques changements. Pour tout ce qui est des J'ai lu un livre, je compte les mettre à disposition gratuitement. Parce que le but, c'est de partager ce travail et ces connaissances. Donc, il faut que ce soit accessible à tous. Mais pour le reste, je les réserverai à mes donateurs, même si je ne sais pas encore quelle forme va prendre tout ça. Ensuite, on me demande si je suis satisfait de mon travail et si je trouve que mon travail est utile. Alors, j'ai commencé cette chaîne en étant absolument persuadé que c'était utile. Et plus ça va, plus j'en doute. Parce que je remarque par exemple qu'énormément de personnes commentent en ne se fiant qu'à la miniature ou bien aux premières minutes de la vidéo, sans écouter le reste. Je remarque aussi que beaucoup de personnes qui sont en désaccord avec ce qui est dit en début de vidéo ne vont en général pas chercher à écouter la suite. Donc malheureusement, je m'adresse surtout à des convaincus. Mais il y a aussi le fait que dès que je m'éloigne un peu des sujets tendances à droite, il y a beaucoup moins de gens qui regardent. C'est pourtant parfois les vidéos que je considère comme étant les plus importantes. Ensuite, et surtout, je remarque quand même que même après 3 ans de ce format J'ai lu un livre, il y a encore des gens qui ne comprennent pas le principe, à savoir que je n'expose pas mon point de vue, mais celui des auteurs dont je parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à faire comprendre aux gens. Et quand au bout de 3 ans, je vois qu'on n'a toujours pas compris, je me dis que ça sert plus à rien d'insister. Après, je reçois quand même de très beaux messages aussi, de gens qui me remercient de leur avoir fait découvrir telle ou telle idée, tel ou tel auteur, tel ou tel livre. Donc je pense parfois être utile, mais peut-être à titre individuel, à certaines personnes, de temps en temps. Mais d'une manière générale, je doute de plus en plus de l'utilité de la chose. Bonjour Modin, comptes-tu faire un format où tu exposes ton avis de manière structurée autrement qu'en réponse? Donc ça, c'est la question d'une personne qui a compris le principe de ma chaîne. Et ça, c'est formidable. Bon, il y en a quand même beaucoup d'autres, n'exagérons rien. Mais voilà, donc déjà, je te remercie pour ça. Alors oui, je compte créer un format où j'expose mon avis, mes opinions sur plein de sujets. Et ce format, c'est Mode Investigation. Au départ, ces vidéos et surtout ce format J'ai lu un livre, je l'ai fait déjà pour moi, c'est une bonne manière de me forcer à lire plus. Mais je l'ai fait aussi pour partager ce que j'apprends dans ces livres.
Mais enfin, surtout, au départ, dans ma démarche, il y a quelque chose de très humble. Je ne m'estimais pas légitime à aller donner mon point de vue, mon analyse sur certains sujets, tout simplement parce que je n'avais pas assez de connaissances. Mes connaissances sur tous ces sujets, je les ai acquises en lisant ces livres, en créant ces vidéos, au fur et à mesure donc. Mais j'ai fait le choix de lire énormément pour apprendre, pour me façonner une opinion sur différents sujets. Et j'espère que ça vous aura également un peu éclairé, vous aussi. Mais enfin oui, je vais assumer la subjectivité pleinement à partir de maintenant. Il y a un reproche aussi qu'on me fait assez souvent et dont j'ai un peu marre, c'est le coup du « tu te caches derrière les opinions des auteurs dont tu parles pour faire passer tes idées », ce qui est totalement faux. Et c'est assez facile à prouver, puisque les auteurs dont je parle dans mes vidéos se contredisent entre eux. Et ça, certains s'en rendent compte aussi et me disent « du coup, on ne sait pas ce que tu penses, tu es ambigu sur certaines choses ». Alors, c'est tout à fait possible que je sois ambigu, je me défends pas là-dessus. Et cette ambiguïté, elle peut venir de plusieurs choses. Déjà, les points de vue divergents dont je parle dans mes vidéos, sur ma chaîne, il peut littéralement y avoir tout et son contraire. Et c'est justement ce qui fait sa richesse. Mais aussi parce que mes opinions ont pu évoluer sur certains sujets avec le temps et avec toutes les connaissances que j'ai pu emmagasiner. Mais aussi tout simplement parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas fixé. Il y a des fois, je ne sais pas. Et j'admets que je ne sais pas. Ce qui fait d'ailleurs de moi soit un très mauvais militant, soit pas un militant du tout. Alors vous m'avez aussi posé énormément de questions par rapport à l'avenir de la chaîne et sur le format mot d'investigation. Alors je regroupe tout ça au même endroit parce que l'avenir de la chaîne, c'est les mots d'investigation. Je compte très clairement mettre l'accent sur ce format et en essayant de sortir au moins un épisode par mois. Et dans un premier temps, on va rester un peu sur des thématiques proches de celles du premier épisode. On va tenter d'observer et d'analyser certains symptômes de la décadence. Donc, on va mettre les mains dans le cambouis, on va aller voir des choses assez sales, on va pas se mentir, des choses que certains demandent de normaliser sans se soucier de tous les effets secondaires, de toutes les conséquences. Donc c'est vraiment sur toutes ces choses-là que j'aimerais insister et dénoncer un certain nombre de paradoxes. Alors les sujets qu'on va voir, dans un premier temps en tout cas, je sais pas comment ça va évoluer, mais c'est surtout des sujets qui ont été traités par des médias comme Vice, Brut, Combini et d'autres médias à tendance quand même bien de gauche. L'idée, ça va être donc de reprendre un petit peu toutes ces thématiques-là pour les aborder d'un point de vue différent. Et ce format mot d'investigation, ça va être une manière de synthétiser tout ce que j'ai appris à faire sur YouTube, à savoir des vidéos riches en informations et en réflexions, et des vidéos qui ont une ambition plus littéraire, artistique. Le tout en assumant un peu plus l'aspect divertissant de la chose. Et donc, le format « J'ai lu un livre », il n'est pas encore tout à fait fini, parce que je tiens à respecter la promesse que je m'étais faite au départ, à savoir faire 100 épisodes. D'ailleurs, sur ces prochains épisodes de « J'ai lu un livre », je compte alterner entre vidéos montées et podcasts audio qui s'étaleraient un peu plus. Parce que le montage sur « J'ai lu un livre », c'est vraiment très agaçant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se prêtent absolument pas au montage. Et parfois, je dois faire des choses un peu forcées pour illustrer. Et moi-même, je ne trouve pas toujours mon montage pertinent. C'est de l'illustration pour l'illustration et je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. D'ailleurs, d'ici quelques jours, je vais sortir le dernier épisode de cette saison de J'ai lu un livre. Et donc, vous allez voir, j'ai voulu proposer un format uniquement audio qui me permet de beaucoup plus m'étaler. Mais surtout, le gros problème de ce format J'ai lu un livre, c'est que synthétiser des livres qui font par 300, 400, 500 pages en 20, 30 minutes, c'est pas toujours pertinent. La solution la plus intéressante que j'ai trouvée, c'était soit de faire plusieurs vidéos par livre, soit de me concentrer sur un point précis du livre. Mais globalement, ce format, il me force à compacter beaucoup trop d'informations et donc ça ne respire pas beaucoup. Et j'aimerais vraiment travailler sur quelque chose de plus aéré, de plus narratif aussi, en me concentrant sur des sujets précis et toujours en me limitant à des formats de 20-30 minutes. Je dois dire aussi que récemment, j'ai pas mal regardé le YouTube mainstream, on va dire, et j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin, d'expérimenter de nouvelles choses et de proposer du neuf. Autre chose aussi par rapport au format J'ai lu un livre, c'est que sur cette dernière saison, je ne vais rien prévoir. Je ne veux rien promettre à quiconque, je ne veux pas m'engager. Je ferai uniquement les livres dont j'ai vraiment envie de parler. Et donc probablement qu'on retrouvera plus de romans, par exemple. Mais ce serait vraiment la toute dernière saison de J'ai lu un livre, histoire d'arriver à ce fameux chiffre des 100 livres. Tiens, d'ailleurs, vous le savez peut-être, c'est une tradition sur cette chaîne. À chaque fois que je mets fin à un format, je vous propose un concours. Il en sera de même pour la fin de J'ai lu un livre. Je vous proposerai un concours pour réaliser votre propre épisode de J'ai lu un livre et le gagnant verra sa vidéo diffusée ici même
Donc, encore une fois, si vous êtes vidéaste, ça peut être une aubaine, mais je vous en reparlerai. As-tu l'impression de tourner en rond, d'avoir fait le tour des sujets? Eh bien, très clairement, non. Dire que je tourne en rond avec mes sujets, c'est totalement faux, même si je ne pense pas que ce soit le sens de ta question. Mais en réalité, mes sujets sont extrêmement variés. Et je l'affirme, peu de chaînes proposent du contenu aussi varié. Et c'est d'ailleurs la grande faiblesse de ma chaîne. Mais d'ailleurs, quand j'en aurai fini avec les J'ai lu un livre, quand j'aurai fait ces fameux 100 épisodes, je vous proposerai une vidéo bilan. Et vous allez le voir, tous les sujets que j'ai proposés étaient extrêmement variés. Je pense que ce reproche, par rapport au fait de tourner en rond, il vient peut-être des miniatures et des titres de mes vidéos qui sont ouvertement aguicheurs et putaclic, et c'est totalement assumé. Mais je pense aussi que le biais derrière cette accusation, c'est que je suis un youtubeur de droite. Donc, on m'accuse de tous les défauts de la droite, mais en réalité, je le répète, je suis l'une des chaînes qui propose les sujets les plus variés qui soient. Et c'est pour ça d'ailleurs que les vues sur mes vidéos varient à ce point-là. Ma chaîne a parlé d'art, de musique, de politique, de philosophie, d'histoire, de psychologie, d'économie, de religion, de patrimoine, de littérature, de sociologie, de biologie, d'économie, de mysticisme. Enfin bref, je suis désolé, mais je ne peux pas laisser dire que mes sujets tournent en rond. Même si c'était probablement pas ton intention en posant cette question. C'est quand même un truc que j'entends trop souvent. Mais je pense sincèrement que les gens qui disent ça, c'est en bonne partie des gens qui, précisément, se précipitent sur les vidéos qui parlent de sujets classiques de la droite, mais qui ne cliquent jamais sur toutes les vidéos qui s'éloignent de la boucle. Alors, on me demande si je vais parler d'économie. Bon, j'ai un tout petit peu parlé d'économie, mais vraiment très peu, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos assez critiques envers le libéralisme, mais je n'ai jamais parlé d'auteurs libéraux, mais assez peu de vidéos sur des auteurs pro-libéralisme. J'ai notamment jamais parlé de l'école autrichienne qu'on me réclame très souvent. Donc oui, ça pour le coup, c'est prévu. Alors, vous avez été aussi nombreux à vous soucier de ma santé mentale, ce qui est très gentil, et notamment par rapport au sujet que je traite. Eh ben, figurez-vous que traiter de sujets même très durs, c'est pas quelque chose qui rend triste, bien au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant et qui permet justement de dépasser le simple ressenti. En revanche, ce qui peut effectivement nuire à la santé mentale, ce sont les commentaires. Enfin, les commentaires négatifs et insultants surtout. Et une question que je me pose toujours dans ce genre de cas, c'est est-ce que ça renforce ou est-ce que ça use? Eh ben, je crois que la triste réalité, c'est que ça fait les deux en même temps. En d'autres termes, ça insensibilise. Et je dois bien avouer que si aujourd'hui je suis plus capable d'écrire des textes à la Modin Chagrin, que je me suis vidé de ma poésie, c'est certainement en bonne partie à cause de ça. Ou bien c'est peut-être juste une pause, peut-être que je reprendrai l'écriture beaucoup plus tard. D'ailleurs, je pense que ce qui m'a démarqué au départ des autres chaînes de droite, c'est justement d'accepter et de revendiquer cet aspect sensible, mais aussi que la situation actuelle de la France, c'est pas quelque chose qui nous révolte simplement, c'est aussi quelque chose qui nous attriste, qui nous touche au plus profond de nous. Et cette manière d'exprimer cette souffrance-là, je sais qu'elle a résonné en beaucoup de gens. Et ça se démarquait énormément de l'ensemble des influenceurs de droite qui disaient « grosse couillasse, musculation, bagarre ». Alors j'ai longtemps pensé qu'il n'y avait pas de contradiction entre les deux, mais en réalité, il y en a évidemment une. La création artistique, ça nécessite de rester sensible. Rester sensible, ça veut dire ne pas s'endurcir. Et ça, c'est une des grandes raisons qui explique le faible attrait pour l'art à droite. Et pourquoi la gauche est hégémonique dans ce milieu-là. Et plus généralement, c'est aussi pour ça que l'art, c'est quand même un truc de bourgeois. Rester sensible, ne pas avoir à s'endurcir, c'est un luxe que très peu peuvent s'offrir. Ensuite, la fameuse question, est-ce que tu es un furie? Alors depuis le temps qu'on me la pose, c'est... Enfin bon, évidemment non, je ne suis pas un furie. Mais c'est vrai que depuis le temps qu'on m'en parle, j'ai vraiment eu envie de me renseigner en profondeur là-dessus. Et je vous le dis tout de suite, il y aura un épisode de Mode Investigation sur les furies. Quelles limites te fixes-tu, cher Modin? Quelles sont celles que tu t'étais fixées en démarrant ta chaîne et que tu as finalement dépassées et pourquoi? Merci et bonne continuation. Alors mon objectif aujourd'hui, il est très prétentieux et je l'assume. D'ailleurs, n'ayez pas peur d'être prétentieux, n'ayez pas peur de prétendre à quelque chose. Mon objectif, c'est tout simplement de devenir la meilleure chaîne possible. Pas forcément la plus grosse, pas forcément celle qui a le plus d'abonnés, mais la meilleure. C'est-à-dire que je veux pouvoir regarder mes vidéos et regarder celles des copains et me dire c'est moi qui ai la meilleure chaîne du game. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous en tant que spectateur, hein, je vous le dis tout de suite. Mais peut-être qu'un autre objectif, ce serait de dépasser cette étiquette que je me suis collée moi-même, à savoir de chaîne de droite. Notamment parce que plus j'avance, plus je me rends compte qu'unir les droites, représenter tous les courants, des plus modérés aux plus radicaux,
pour que tout le monde sache un petit peu ce que pense le voisin, eh ben ça ne sert à rien. Je ne pense plus qu'il soit possible d'unir les droites, de les rassembler. Alors autant assumer pleinement ma subjectivité. Quel est ton secret pour arriver à produire autant de contenu tous les jours? Tes journées font 30 heures, tu dors 2 heures par nuit, ou tu fais travailler des dizaines d'esclaves pour toi? Merci. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour une bonne partie du public. Une vidéo, c'est une vidéo. C'est-à-dire une vidéo où je réagis à un fait d'actualité, ou des vidéos que je fais comme ça, sans écriture, sans rien, de manière un peu plus spontanée, comme sur ma chaîne secondaire, ça demande beaucoup moins de travail qu'une vidéo écrite, montée et travaillée. Et ça, en tant que créateur, c'est vrai que ça fait un peu mal. Les gens ne se rendent pas compte du travail que ça représente, une vidéo écrite, travaillée, montée. Et beaucoup ne font pas la différence entre la qualité et la quantité. Parce que pour le dire clairement, produire 20 vidéos réactions, ça demande beaucoup moins de travail que produire un seul épisode de J'ai lu un livre. Après voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle méta. Et là-dessus, je veux pas non plus être à la traîne sur les autres, il faut occuper l'espace, donc plutôt que de choisir entre la qualité et la quantité, je compte faire les deux. Parce qu'il est indispensable de s'adapter. Est-ce que tu as des vidéos, réponses ou analyses que tu regrettes actuellement? Si oui, lesquelles? Sinon, félicitations pour les 100K, tu les mérites. Alors ça, c'est une question intéressante. Oui, il y en a. Évidemment, celle sur le PDF de Valek, mais aussi celle sur la France magique, parce qu'elle a été prise comme une vidéo ultra complotiste par certains, alors que l'idée, c'était plutôt de présenter un folklore, du patrimoine. Enfin bref, voilà, il y avait vraiment une distance avec toute la magie, justement, dont je parlais dans le livre. Et puis pour le coup, j'ai trouvé le livre assez pénible à lire en plus, même si, il y avait des choses très intéressantes. Et puis aussi, peut-être celle sur les Ouïghours, parce que je ne sais pas si tout est vrai là-dedans. Mais voilà, c'est le risque du format. L'idée, c'est vraiment de dire ce que le livre contient, ce que le livre dit. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelait J'ai lu un livre à la base. Ça s'appelait Ce que le livre dit. Et finalement, la chaîne sur laquelle j'avais commencé ce format a sauté, d'où le fait que j'ai renommé le format. Oui, aussi peut-être ma réponse à Moufette. Alors, il y a juste un truc que je rejette là-dedans, c'est de l'avoir traité de défenseuse de la pédophilie, ce qui n'était pas très malin. J'aurais dû dire défenseuse des ce qui est quelque chose qu'elle ne nierait pas, je pense. Mais la nuance est extrêmement importante, parce que défendre la pratique et défendre les gens qui sont atteints de ce vice, ce sont deux choses extrêmement différentes. Donc, je me suis excusé en privé, je le fais aussi en public du coup. Et normalement, je vérifie systématiquement les vidéos clash surtout que je publie. Je l'ai pas fait sur ce coup-là, sinon j'aurais pas laissé passer ça. Je vous ai dit, la spontanéité, c'est pas mon truc. La spontanéité, ça me fait dire des conneries. Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu respectes les pronoms des trans? Et ça, c'est une très bonne question aussi. Tout simplement parce que je respecte les individus. Ce sont les idées que je critique, pas les gens eux-mêmes. Si un trans veut débattre, veut échanger, il est inutile de parasiter la conversation dès le départ en balançant un truc qui va mettre une mauvaise ambiance, même si c'est pour du clash. Et je sais que c'est un truc que beaucoup me reprochent, ça. Il faut arrêter de voir le respect comme de la faiblesse. Et je pense que je donne une bien meilleure image de moi et des idées que je représente en étant respectueux de l'adversaire, plutôt qu'en rentrant directement dans la provocation. Ça me rend beaucoup plus audible, je pense. Bon, je sais que vous êtes nombreux à me faire ce reproche, mais tant pis, j'assume ce choix. Par contre, attention, j'ai des limites. Si quelqu'un me demande à ce que je les appelle Yel, Ul ou Zgrou, c'est non. Ce serait quand même pousser l'absurdité un peu loin. Faut pas déconner. Bon, ça commence à faire très long, tout ça, il reste plein de questions auxquelles j'ai pas répondu. Il y en a vraiment trop, 800 au total, je rappelle, c'est beaucoup trop. Donc je vais vous faire un chantage de youtubeur. Si cette vidéo atteint les 5000 pouces, pouces en l'air, je répondrai à toutes les autres questions dans une autre vidéo sur ma chaîne secondaire. Et il y en a des pas piqués des hannetons. Alors je sais pas si on va atteindre les 5000 pouces. C'est vraiment beaucoup, 5000 pouces, mais je tente le coup. Bonjour, en dehors de tes vidéos, quelles sont tes actions politiques concrètes? Alors, je sens une très légère pointe d'agressivité dans ta question. Sous-entendu, les vidéos sur YouTube, c'est bien beau, mais ça ne sert à rien. Écoute, comme je l'ai dit, je commence moi-même à penser que ça ne sert à rien. Et surtout, je ne revendique absolument pas l'étiquette de militant. Comme je l'ai dit dans une question précédente, le militantisme, c'est quelque chose qui découle indirectement de mon travail. Mais ce n'est absolument pas le but premier. Je n'ai pas une âme de militant. En tout cas, pour répondre à ta question, si avoir une chaîne de droite qui essaye de monter un peu le niveau, ce n'est pas une action politique concrète, ce qui ne me dérange pas du tout, non, je n'ai jamais fait partie d'aucun mouvement militant. Par contre, j'offre des espaces d'expression aux militants sur Radio Modin. Je peux donner de la visibilité à certaines associations, certains penseurs, certains activistes, etc.
Et je crois que la chose la plus militante que j'ai pu faire, dans le sens vraiment concret, comme toi tu le dis, c'est vraiment d'encourager les gens à aller voter. Et ça, bon, pour le coup, faut pas tourner autour du pot. Encourager les gens à voter pour un parti précis, c'est du militantisme. Et beaucoup d'influenceurs non politiques ne se sont pas privés de le faire pour appeler à voter à gauche ou contre le RN. Bon, on ne les qualifie pas pour autant de militants. C'est du militantisme chronique. Bref, ce que je veux dire, c'est que je ne me définis pas comme un militant. Vraiment. L'aspect militant n'est pas prioritaire pour moi. Il découle indirectement de ce que je fais. Notamment quand je participe au débat public en répondant à des gens de gauche, c'est quelque chose que presque plus personne ne fait. Mais enfin bref, si tu considères que ce que je fais n'est pas concret en termes de militantisme, c'est parce que ce n'est pas du militantisme. Je le répète. Cependant, si vous êtes jeune, que vous vous sentez seul ou que vous sentez le besoin d'agir, eh bien je vous encourage vivement à rejoindre des groupes officiels pour aller militer, pour rencontrer du monde. Vous développerez vos opinions et je pense que c'est une très bonne chose. Après, Franck de Dijon, n'hésite pas à venir parler de tes convictions militantes sur Radio Modin. Tu pourras peut-être convaincre des gens de te rejoindre. En tout cas, moi je veux bien te donner la parole et à tous les militants de tout poil d'ailleurs. Mais enfin, je ne sais pas si le militantisme officiel a véritablement beaucoup plus d'impact que les vidéos d'un Valek ou d'un Rochdi. Moi, j'aimerais qu'un militant m'explique en quoi son action sert concrètement ses idées et comment est-ce qu'il influence l'avenir du pays. Pour le coup, là-dessus, je pense qu'une des choses les plus concrètes à faire, c'est de s'investir dans la préservation du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Et comme je le disais plus haut, plus ça va, moins je trouve pertinent de me qualifier de droitard. Je pense que c'est pas ça qui me définit le plus. D'ailleurs, si je me positionne à droite, c'est quand même en grande partie parce que c'est là qu'on m'a mis. Et parce que la gauche me dégoûte au plus haut point. Mais pour certains, je ne suis même pas de droite, ou bien pas assez de droite. Mais encore une fois, je me défends d'être un militant. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété, mais vraiment, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je vous partage des pistes que j'ai trouvées dans mes lectures, mais c'est à peu près tout. Je déteste vraiment l'idée de dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou de faire le donneur de leçons. Ce n'est pas mon truc. Bon, maintenant, on va s'attaquer aux questions sérieuses. Alors, vous me demandez si je préfère les seins ou les fesses, mais non seulement j'ai déjà répondu à cette question, mais j'en ai même fait une vidéo dédiée avec le hussard. Ensuite, team chien, chat ou renard? Renard, évidemment. Est-ce que tu es vraiment malin? Non, je suis un droitardé. Elle mesure combien? Elle mesure 100 000 abonnés. Dors-tu en chaussettes? Non. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat, mais chocolatine, c'est beaucoup plus joli. Raclette ou levrette? Eh ben raclette. Quand vous êtes loin du pays, le fromage, c'est un des trucs qui vous manque le plus. Couleur préférée, le bleu. Bon, petit rappel ainsi, un jour cette vidéo arrive aux 5000 likes, je ferai une suite pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées.